Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Entre License et Banking as a Service, le défi international d'OpenPaid. Sophie Guibaud, Chief Growth Officer d'OpenPaid à Londres. OpenPaid, en fait, c'est une société qui fait du cross-border payment et qui permet à des sociétés d'accéder à des comptes en banque et du paiement pour payer leurs suppliers et puis pour permettre à leurs clients d'accéder à des comptes bancaires. Un parcours en LBO, fonds d'investissement, puis dans différentes fintechs comme Fidor, Rocket Internet ou Bankable mène Sophie à rejoindre OpenPaid pour dérouler la stratégie de la fintech qui offre du cross-border payment et des comptes bancaires. Vous découvrirez dans cet épisode le parcours de son fondateur Ozan Ozerk et le détail des services bancaires et de paiement qu'offre OpenPaid, un certain nombre de sociétés en Europe, Turquie, US, Canada ou encore Asie. Parmi les clients d'OpenPaid, on retrouve des marketplaces, forex providers, des néobanques et également des plateformes de crypto. Au travers du use case d'une marketplace, vous comprendrez les rouages et la stratégie de cet acteur international. Le Banking as a Service n'aura plus de secret pour vous. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Sophie. Bonjour Solène. Je suis ravie que tu m'accueilles aujourd'hui à Bordeaux, chez toi, pour qu'on fasse cette interview autour d'un bon petit café. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, je suis Chief Growth Officer de OpenPaid. C'est une société qui fait du cross-border payment et qui permet à des sociétés en fait, d'accéder à des comptes en banque et du paiement pour payer leurs suppliers et puis pour permettre à leurs clients d'accéder à des comptes bancaires. Mm-hmm. Moi, mon parcours donc, chez OpenPaid, je suis en charge de tout ce qui est stratégie. Mm-hmm. Tout ce qui est marketing, sales, customer success et opération. Donc, c'est assez vaste, disons, comme sujet. Avant, j'étais managing director Europe chez Fidor. Donc, Fidor, c'est une société qui a été rachetée par BPCE il y a quelques années. Et, qui est allemande, à la base. Qui est allemande, exactement. Qui avait commencé, en fait, en lançant une banque communautaire. C'était en 2009. Et moi, pendant 5 ans, j'ai été en charge du lancement de la banque en Angleterre, ensuite du déploiement européen de la banque, et ensuite, j'ai été en charge des ventes de la technologie pour aider d'autres compagnies sur le marché à lancer leurs propres offres bancaires. Mm-hmm. Voilà. Et avant, j'ai passé 3 ans chez Bankable, qui est aussi une autre société en banking as a service. Où j'étais en charge en fait de product strategy et commercialisation. Au UK aussi? Au UK, voilà. Oui. Donc, je passais un très long moment au UK avant de venir m'expatrier, ou m'impatrier à Bordeaux depuis 3 ans. Et avant, j'ai... Tu as aussi travaillé à New York avec Jean-Marie Messier. Voilà, c'est ça. C'était une expérience de malade et donc j'ai fait de la fusion-acquisition. C'est là où j'ai vraiment découvert en fait les startups domaine Internet. Mm-hmm. Et c'est là où je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire de ma vie, pas de la finance, mais travailler en fonds d'investissement à l'époque pour investir dans les startups. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans une boîte à Paris en growth investments pendant quelques années. Et en fait, suite à ça, j'ai vraiment voulu partir en startup et je suis allée faire un petit tour en Silicon Valley. Dans quel cadre j'ai quitté mon fonds d'investissement, en gros, et j'ai rencontré une copine d'un copain qui en fait était une cofondatrice de Mint.com. Mm-hmm. Et elle est à Paris et elle m'a dit, écoute, t'as envie d'explorer, viens explorer, j'ai une chambre pour toi et tu viens le temps que tu veux. Voilà. Super. Et donc, la petite blague, c'est qu'à l'époque, j'ai créé un podcast. C'est vrai? Pourquoi t'as pas continué? Que j'ai appelé 99 startups parce que pour moi, c'était vraiment un moyen plutôt d'explorer le monde des startups et de m'assurer que vraiment c'est ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Oui. Et en fait après j'ai été recrutée par Rocket Internet pour lancer HelloFresh et puis après j'ai rejoint Bankable plus tard. Donc voilà, après je suis vraiment partie dans l'opérationnel et c'est vrai que faire un podcast c'est génial mais ça prend beaucoup de temps. C'est vrai. Ça ronge les nuits.
Excellent. Merci beaucoup. Dis donc, très varié comme expérience. Parfait. Alors, écoute, on va parler de Bank as a Service. Aujourd'hui, c'est le focus. J'ai envie de parler de plein de choses avec toi et on va continuer, je pense, après le podcast. Mais donc, l'objectif, c'était que tu nous donnes ta vision sur cette activité de Bank as a Service, des principaux acteurs qu'on peut y retrouver. Puisque moi, pour préparer cet épisode, je me suis quand même pas mal immergée dans le sujet. J'ai lu toutes les études que tu m'as gentiment partagées. Et c'est vrai que, également pour le Payment as a Service, c'est vraiment un environnement très vaste avec une multiplicité d'acteurs qui ont chacun, c'est vraiment bits and parts. Certains vont faire certaines choses et d'autres. Enfin, il n'y a pas vraiment de nomenclature. Enfin, on n'arrive pas à mettre les acteurs dans des cases. Enfin, moi, c'est ma perception. Donc je voulais avoir un petit peu ta vision des choses et bien entendu qu'on parle d'OpenPaid, comprendre comment ça s'est mis en place, comment ça se développe et évidemment comme toujours j'aime bien travailler avec des use cases et savoir comment on peut faire du business avec vous. Donc je te laisse me présenter le Bank as a Service pour les nuls, pour les dummies, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Ouais, mais avec grand plaisir. Donc en fait, c'est vraiment un domaine qui me passionne depuis des années parce que j'ai commencé en Bank as a Service chez Bankable. Maintenant, c'était en 2012, je crois. Donc voilà. Donc c'était vraiment le début de cette nouvelle vague. Et en fait, c'est vraiment permettre à des acteurs, que ça soit des banques ou des marques ou des sociétés fintech, en fait, d'accéder à des outils bancaires et de paiement en ayant des licences ou en n'ayant pas des licences et en les utilisant pour eux-mêmes ou pour leurs clients. Donc, par exemple, pour Fidor, qui opérait dans Banking as a Service, donc on donnait la plateforme, on donnait aussi la licence bancaire et on donnait accès à nos opérations de compliance, de marketing pour aider nos clients à lancer des banques. Donc c'est du license as a service également. Exactement. Et Bank as a Service, comme tu dis, en fait, c'est quelque chose qui est hyper vaste et qui n'est pas du tout régularisé. C'est-à-dire que Finastra va probablement dire qu'ils font du Bank as a Service, qui est vrai, mais Fidor va faire du Bank as a Service avec une plateforme et une licence bancaire et des opérations. Solaris va faire du Bank as a Service avec une plateforme et une licence bancaire, mais pas d'opération. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est un peu troublant, je trouve, c'est que certains opèrent et te disent on fait du Bank as a Service, mais derrière vont s'adosser un établissement qui a la licence. Je prends le cas de Nordic API Gateway, qui est très, très actif, donc, comme son nom l'indique, en Finlande, en Norvège, etc. Nordic API Gateway, je ne suis pas certaine qu'ils aient commencé. Maintenant, je pense qu'ils ont une licence peut-être d'institution d'établissement de paiement, mais j'ai plutôt le sentiment qu'ils s'adossent ou qu'ils se sont adossés à un établissement de paiement pour délivrer leurs services. C'est ça qui est un petit peu perturbant, c'est que tu as des acteurs qui ont des licences, d'autres qui n'en ont pas. Et du coup, c'est perturbant pour l'utilisateur final parce que tu ne sais pas si tu dois passer par eux et ensuite t'adosser à un établissement ou si tu peux t'adosser à ce provider sans avoir de licence. Ouais, mais en fait, ça reflète la réalité que pour faire du paiement, du bancaire, etc., effectivement, il faut des licences. Maintenant, il y a des gens qui ont déjà des licences et qui veulent lancer quand même de nouveaux services. Tu pourrais penser à une banque qui veut lancer une banque pour adolescents, par exemple, mais avec toute une expérience digitale, etc., Et en fait, au lieu d'utiliser leurs services à eux qui sont peut-être un peu moins digitaux, par exemple, tu peux penser à ne pas être capable de turn on, turn off ta carte, avoir les notifications instantanées, etc. Et ils demandent à des prestataires extérieurs cet accès à des expériences beaucoup plus digitales. Donc voilà. Donc ces acteurs, en fait, ils n'ont pas besoin de licence bancaire.
Alors que d'autres qui, eux, arrivent sur le marché, tu pourrais prendre par exemple un Monzo, quand ils ont lancé, pour se lancer vite, ils n'avaient pas de licence bancaire, ils n'avaient même pas de licence de paiement électronique ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont utilisé un prestataire externe qui leur donnait accès à cette licence. Et ça leur a permis de lancer en moins de 1 an leur néobanque, en fait, avec plein de... avec une app et d'accéder au marché sans avoir à faire toutes les démarches. Et en fait, ils ont fait les démarches plus tard. Donc, en fait, Banking as a Service, c'est vraiment donner accès à tout ce qu'on va appeler en Angleterre dump pipes, parce que c'est vraiment l'accès au circuit de paiement, etc. Et plus, si besoin, en fonction de la nomenclature de la société et puis du service qu'ils souhaitent lancer, en fait. Oui, et à ne pas confondre avec l'open banking. Non, c'est quelque chose que nous, on peut distribuer en distribuant des entreprises comme Tink, par exemple, avec qui on travaille, mais c'est vrai que c'est un service à valeur ajoutée pour nos clients, mais Tink ne donne pas de licence bancaire. Donc, on a vraiment des services très complémentaires. Oui, et donc, dans les licences qui sont octroyées aux établissements comme le vôtre, ça peut être des licences d'établissements non électroniques, d'établissements de crédit ou d'établissements de paiement. Ouais, il n'y a pas vraiment de normes non plus. Et puis après, on peut devenir aussi une banque. Enfin, nous, c'est vrai que à terme, pourquoi pas devenir une banque. Ok, parfait. Merci beaucoup. Écoute, c'est un petit peu plus clair. J'espère. Je te laisse nous parler d'OpenPaid et nous expliquer comment c'est déployé d'un point de vue réglementaire et opérationnel. Ouais. Donc OpenPaid, c'est une société qui est assez récente puisqu'elle a été créée fin 2017 par son fondateur qui s'appelle Ozan Özerk, qui est un chypriote turc norvégien, entrepreneur et docteur parce qu'il est docteur médical aussi, donc c'est assez marrant. Et il y a une dizaine d'années en fait, ou même un peu plus, il a lancé une société qui permettait d'envoyer des SMS gratuits sur Internet. À ses amis. Donc, ça s'appelait comment ? C'est en norvégien, donc je sais plus. Je crois que c'est beep.nl. Et donc, il a revendu. Il a été assez successful sur ça parce qu'il a revendu à un très gros groupe. Et à l'époque, en fait, il s'était aperçu d'un problème. C'était qu'il avait du mal à accéder à des moyens de paiement pour ces sociétés, dans le gaming, dans le SMS, etc. Et donc, il a décidé en fait de créer la société dont il aurait voulu être cliente. Donc voilà. Et donc du coup en 2017 il a lancé ça. Il a plein d'autres boîtes à côté. Donc le CEO de cette société en fait, elle s'appelle Yana Dimitrova et c'est un bras droit de Ozan. Et donc c'est une société qui s'est quand même beaucoup développée puisqu'elle n'a que 3 ans. Et donc, en fait, on donne des services bancaires et de paiement à des petites entreprises et en particulier à des entreprises qui ont des licences elles-mêmes, des licences de paiement électronique elles-mêmes qui sont en général très peu servies par les banques parce que les banques... ils voient un risque parce qu'il y a beaucoup de couches différentes en fait, puisque ces sociétés en fait donnent accès à des moyens de paiement à leurs clients finaux. Donc c'est des modèles assez compliqués, assez techniques. Il faut passer du temps en termes de compliance à les comprendre, etc. Et donc, les banques n'ont pas forcément envie de passer du temps à faire ça. Et donc, nous, c'est là où on développe notre expertise. C'est vraiment arriver à comprendre ces modèles, arriver à être content avec le risque en fait, serein de la manière dont ils opèrent et voilà. Donc ça c'est. Donc vous soignez la due deal de vos clients. C'est ça et puis le ongoing operations parce qu'on suit quand même les opérations qu'ils font. Bien comme sûr. Voilà en termes de compliance voilà exactement. Et donc ça on est spécialisé en ça. On est aussi spécialisé en crypto C'est-à-dire on donne des comptes en banque à des sociétés crypto. D'accord. Mais là où on est hyper spécialisé, c'est que notre compliance et notre CEO comprend vraiment
en détail les régulations autour de ça. Et ça, c'est une valeur ajoutée énorme pour nos clients, en fait. Eh ben, donc ça, c'est clair, parce que c'est en plus, pour tout ce qui est crypto, il n'y a pas de législation au niveau européen, donc ça nécessite d'avoir des connaissances vraiment nationales. Hein. Oui, donc, de c'est ce qui se fait en France, ce qui va se faire au Luxembourg, etc. Donc voilà, donc on a vraiment cette partie réglementaire où on est très fort, oui. Et puis après toute la partie technologique où effectivement on a créé en fait ce qu'on appellerait un bridge qui est connecté à plein de partenaires locaux et internationaux, bancaires, paiements, FX, card processing en fait, et en gros nos clients quand ils viennent vers nous, ils nous disent ce qu'ils veulent. Et par un API, ils accèdent en fait aux prestataires de leur choix. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la valeur ajoutée. Est-ce que du coup, vous pouvez accompagner des établissements bancaires qui sont un petit peu à la ramasse au niveau de leur service Bank as a Service comme un complément white label ou pas trop? Non, c'est pas ça. Ça, c'est plutôt des services comme Fidor ou Bankable, etc. Nous, en fait, on distribue des banques. D'accord. Parce que nos partenaires, c'est des banques et en fait, on distribue leurs comptes en banque. D'accord. Donc, si par exemple, tu prends une néobanque qui veut se lancer, on va leur donner des comptes en banque pour leurs clients. D'accord. Voilà. Donc, par API. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que vous avez à disposition des IBAN de quelle nature? Français? On n'a pas de français. Ça dépend des partenaires bancaires qu'on signe, mais on a anglais, on a allemand, on a lituanien, on a US. Enfin, voilà. Après, nous, effectivement, un de nos gros focus, c'est d'avoir de plus en plus de partenaires pour avoir une offre de plus en plus complète pour pouvoir suivre nos clients sur plein de géographies différentes. D'accord. Donc voilà. Donc si on récapitule au niveau de la typologie de clients que vous avez et du focus géographique, est-ce que tu peux nous faire catégoriser tes clients en quelques lots pour qu'on se rende compte tu parlais des marketplaces tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez d'autre que les marketplaces et sur quelle géographie? Ouais. Alors, je vais commencer par les géographies parce que c'est compliqué. Ensuite, je vais continuer sur les clients. Donc, en géographie, on couvre Angleterre, Europe, avec une licence à Malte en ce moment. On couvre la Turquie, on couvre les US. Les US, on a 45 licences. On va toutes les avoir sous quelques mois. Donc, ça nous permet vraiment de lancer des propositions sur tous les US. Donc, c'est assez énorme. Et c'est des licences d'établissement de paiement? Oui, de Money Service Business, MSB, ça s'appelle. Donc, ça, en fait, ça permet, oui. Et en Europe, je veux dire? Et EMI. D'accord. Établissement non électronique. Voilà, exactement. Voilà. Et on a le Canada aussi. Et on regarde l'Asie. On fait Vous partie... avez signé un partenariat il y a quelques mois avec une banque à Singapour, non? En fait, c'est une société qui veut devenir une virtual bank à Singapour parce que Singapour a ouvert des licences et donc on fait partie du conglomérat pour ça. Donc, on va voir si on va gagner ou pas. On y travaille dur, mais voilà. Mais donc, du coup, pour nous, tout l'enjeu, c'est de devenir super international. C'est très compliqué, comme tu le sais, parce que tu as vu beaucoup d'acteurs sur le sujet, mais on est persuadé que notre valeur ajoutée, ça va être de pouvoir suivre nos clients en cross-border avec plein de licences, en fait. Ah oui. Écoute, c'est clair. Mais alors, du coup, ça, c'est les géographies. Voilà. Et donc, les typologies, donc, on a PSP Marketplace. Donc là, en fait... Donc, Payment Service Provider. Voilà, c'est ça. Pardon. Du coup, là, en fait, on leur permet d'avoir des comptes en banque master et des sous-comptes pour leurs clients. Et donc, ça leur permet d'envoyer de l'argent en temps réel à leurs clients. Ça facilite la réconciliation. Ça leur permet de collecter leurs fees en temps réel en accord avec les régulations. Ensuite, on a des FX providers qui, eux, veulent avoir des comptes en banque en plein de monnaies différentes et avoir surtout des IBAN personnalisés.
Donc ça, c'est un autre use case. Et ensuite, on a tout ce qui est néobanque que je te mentionnais, où on permet en fait d'offrir des comptes en banque aux clients finaux avec du FX, par exemple, et aussi de prendre de top-up par carte de crédit, comme tu peux le voir par exemple sur Revolut. Donc, voilà. Et ensuite tout ce qui est crypto qui se rapproche souvent des néobanques parce que au final ils veulent pouvoir top-up et pouvoir aussi, une fois que l'argent a été converti dans un sens, donc de fiat à crypto et ensuite de crypto à fiat, ils veulent pouvoir que leurs utilisateurs sortent l'argent de la plateforme en fait. D'accord, ok, très intéressant. Et tu peux faire un peu de name dropping ou pas? Dans non. les choses officielles, non, il n'y a pas de communiqué de presse. Malheureusement, non, je peux pas faire. Si, il y en a un où on travaille avec une boîte qui s'appelle Sync, c'est l'ancien head of product de Revolut, et ils viennent de lever 5,5 millions de pounds pour lancer leur proposition. C'est une proposition multi-currency autour open banking avec account aggregation, etc. Donc voilà, ça, c'est un de nos clients. On a un nom quand même. Voilà, c'est ça. Non, mais ça c'est un petit. On en a des très gros, mais malheureusement, voilà. Non, mais pas de problème. J'aurais essayé. Ok, merci beaucoup. C'est en effet assez impressionnant en si peu de temps d'être arrivé à ça. Vous êtes combien de collaborateurs? On est une centaine de personnes. D'accord. Et répartis principalement à Londres? Environ 60 à Londres ou en remote, puisque maintenant on a le droit de travailler 3 jours par semaine à la maison, pour toujours. Wow. Donc voilà. On a une quarantaine de personnes en Turquie. Oui. On a des gens en Bulgarie et c'est en train de croître parce qu'en fait, il y a beaucoup de savoir-faire en Bulgarie à cause des PaySafe, NetTeller, etc. Oui. Et on a un héritage bulgare avec notre CEO qui est bulgare. On a une dizaine de personnes à Malte et aux US, Canada, on a deux personnes. Donc c'est, voilà. Mais bon, ça va grandir avec le business, quoi. Et sans lever de fonds, tout ça. Ouais. Incroyable. Parfait. Alors, prenons un use case maintenant. Ouais. Je veux lancer une marketplace et j'entends parler d'OpenPaid. Comment ça se passe pour déployer la solution? Donc, j'imagine que c'est par API, mais on va dire on prend le tout début, le call. Ouais. Comment ça se passe? Et ben en fait, donc la marketplace nous contacte, nous décrit son besoin. Et en gros, la vraie question, donc ils vont venir, ils vont nous dire bon, on veut des comptes en banque et on veut surtout pouvoir payer nos marchands facilement et prendre nos fees facilement. Et probablement, ils vont nous dire on veut que nos clients puissent payer par carte ce qui se passe sur la marketplace. Donc là, on va dire ben oui, on peut effectivement tout faire. Mais en fait, le gros du business, c'est quelles sont les géographies et est-ce que vous avez besoin d'une licence ou pas. Souvent, ils vont avoir besoin d'une licence parce qu'ils vont pas vouloir faire une licence, avoir la licence eux-mêmes parce que même, on parle à des grosses marketplaces qui, elles veulent se concentrer sur être une marketplace, pas sur être un établissement de monnaie électronique. C'est juste pas leur business. Donc voilà. Et donc c'est là où les discussions sont peut-être les plus longues parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne les besoins et la géographie. Est-ce qu'on peut vous suivre sur la géographie ou pas? Donc là, nous, on peut les suivre sur l'Angleterre, l'Europe, la Turquie, les US et le Canada. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Et globalement, ils vont pouvoir utiliser. En fait, ils vont pouvoir lancer tout très très rapidement puisque tout était par API. Donc ça, c'est instantané. En 3 semaines, c'est réglé. Ce qui est plus long, c'est l'agency, en fait, c'est leur permettre d'utiliser notre licence et ça, c'est plutôt 3 mois. C'est-à-dire qu'ils doivent... Comment ça se passe? Ils deviennent distributeurs? Oui. Et ça, c'est vis-à-vis du régulateur de la société, du pays dans lequel ils sont... Ils opèrent, voilà, c'est ça. Exactement. Et donc là, nous, on doit les déclarer pour opérer. D'accord. Et c'est vous qui vous chargez des papiers? Voilà, c'est ça. C'est nous qui nous chargeons. C'est comme une ouverture de succursale, en quelque sorte. Oui. On pourrait dire comme ça. Alors, on opère déjà dans ces pays-là. Donc, c'est vraiment agent, c'est vraiment distributeur, quoi. C'est vraiment reconnaître que ces personnes-là utilisent notre licence et que, qu'on
qu'on fait attention à la manière dont ils distribuent nos services. Donc ça veut dire que d'un point de vue réglementaire, eux se reposent complètement sur vous. Une fois qu'ils sont déclarés auprès du régulateur, mettons français, ils n'ont plus rien à faire de spécial. C'est vous qui vous occupez de tous les éléments réglementaires. Et du coup, vous imposez des normes d'un point de vue opérationnel pour effectuer vos contrôles. Comment ça se passe dans le day-to-day ? Alors, ça dépend de... Pour être sûr que tout est sous contrôle, parce que tu parlais de la compliance, étant donné que vous allez gérer après sur des géographies où vous n'êtes pas forcément présent tout le temps, comment tu t'assures que le risque est sous contrôle ? Alors là, en l'occurrence, les marketplaces elles-mêmes, généralement, c'est nous qui faisons la compliance pour eux. C'est-à-dire on fait tout. Donc on peut déléguer, en agency tu peux déléguer. Donc si tu lançais par exemple une néobanque, tu peux déléguer à ton client néobanque la compliance. Là, une marketplace, on fait la compliance pour eux parce qu'ils veulent vraiment juste rien avoir à faire avec le paiement. Que s'ils travaillent avec des merchants, c'est vous qui allez faire, c'est ton compliance officer et ses équipes qui vont faire la due diligence du merchant, aller chercher les bénéficiaires économiques, c'est correct ? Oui, c'est ça. C'est énorme. Oui, oui, mais c'est le service, quoi. C'est le service qu'on leur donne. On leur enlève tout ce... burden réglementaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et de paiement. Et voilà, donc technologiquement parlant, il faut qu'ils aient... quelqu'un qui peut intégrer des API et pour faire un parcours client, mais c'est tout. Ouais. Donc c'est voilà. Après, s'ils veulent faire plus et s'ils veulent que on leur permette d'onboarder leurs propres clients, c'est quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, ça dépend de. Ça va toujours dépendre du niveau de confort. Voilà, du niveau de confort et puis aussi du nombre de merchants, parce que tu vois, typiquement, avant que je parte en maternity leave, on travaillait avec une marketplace. Ils ont 30 marchands. Oui, on va les onboarder. On va pas leur apprendre à onboarder des marchands, quoi. Non, mais c'est ça. C'est que ils ont 30 marchands très très gros. C'est une très très grosse marketplace, mais ils en ont que 30. Ça sert à rien. Maintenant, s'ils ont des dizaines de milliers de marchands et que de toute manière ils doivent gérer les paiements, etc. Dans ce cas-là, on peut vraiment les entraîner, on peut déléguer et donc. Comment ça se passe ? On envoie notre équipe compliance regarder le processus qu'ils veulent mettre en place. Et puis ensuite, on fait des contrôles réguliers pour être sûr que c'est bien en règle avec le régulateur, notre licence, etc. Et alors, je pensais à des événements qui arrivent comme, je sais pas, Wirecard, par exemple. Ouais. Est-ce que vous avez eu les cas de clients qui ont été... qui n'étaient pas forcément contents d'un open pay d'ailleurs et qui viennent vous voir, donc d'un établissement de paiement X, qui viennent vous voir pour changer. Comment ça se passe quand tu changes ? C'est facile parce que après, d'un point de vue technologique, tu changes juste d'API, mais d'un point de vue réglementaire. En fait, il faut refaire le processus depuis le départ. Alors, pour être super transparente, nos clients souvent sont soit des clients qui lancent, soit des clients qui veulent des solutions additionnel. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de clients qui veulent plein de comptes bancaires différents pour répartir leurs fonds, pour répartir le risque, pour plein de choses comme ça. Maintenant, pour un transfert, effectivement, c'est surtout un projet technologique parce que ils doivent prendre l'API, ils doivent changer les comptes en banque et ils doivent donner l'information à leurs clients finaux. Voilà. Sûr, oui. Et puis réglementaire, du coup, c'est encore une fois une déclaration. S'ils veulent utiliser notre licence, ils doivent nous dire. On doit les notifier auprès du régulateur. Et en termes de timing, on parle de combien de temps entre le call calling de la marketplace et la mise en prod? Ça dépend toujours du client, mais ce qui est vrai, c'est que tu vois, typiquement, on a onboardé début mars un client, en 10 jours, il avait ses 10 000 IBAN. Ah oui. Voilà, mais ça dépend du niveau de. Mais c'est un API, c'est vraiment hyper standardisé et c'est là où tu vois banking as a service. Dans le banking as a service, t'as un peu de tout parce que des fois c'est pas aussi standardisé. Nous c'est hyper standardisé, donc vraiment ce qui prend le plus de temps, c'est que si tu as besoin de la licence, il faut ça te prend à peu près 3 mois, quoi. D'accord. Voilà. Mais autrement le reste, si tu as ta licence et on peut te donner accès à l'API et en 10 jours c'est fait, quoi. Parfait, merci beaucoup. C'est très clair. Alors en termes de déploiement d'OpenPay, tu avais parlé de l'expansion au niveau géographique. Est-ce qu'au niveau produit, vous avez
envie d'aller chercher autre chose? Ouais, et ben effectivement, on va probablement remonter la chaîne. Donc, c'est-à-dire que là, on distribue plein de... donc, on a les comptes bancaires, on a le FX, on a le card processing. Et donc, plus ça va, plus on essaie de remonter la chaîne. Donc, en card processing, on a développé notre propre payment gateway. En compte bancaire, comme je te disais, on va probablement regarder pour être une banque dans certaines géographies et pour pouvoir gérer notre risque en fait. Oui, tout à fait. Enfin voilà. Donc ça c'est vraiment un des points. Le deuxième point, en plus de géographique, c'est vraiment développer l'écosystème parce que on distribue une quarantaine de partenaires. Enfin, le but, c'est d'en avoir le plus possible pour que nos clients puissent avoir le plus de choix possible au meilleur prix possible sur toutes les géographies qu'ils veulent, quoi. Donc, c'est-à-dire que matériellement, tu vois, on va le plus d'FX providers on a, le mieux c'est parce qu'ils peuvent avoir les meilleurs prix possibles, le plus de currency possible, etc. Et c'est pareil pour le card processing parce que tu peux avoir différentes géographies, différentes card schemes, etc. Donc voilà. Une des choses qu'on va lancer, c'est la possibilité d'émettre des cartes. Parce que nos clients crypto, en particulier, veulent donner des cartes à leurs clients. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est à 12 mois, quoi. Wow. Ça va être assez Vous n'allez rapide. pas chômer. Non, on va pas chômer, effectivement. Donc, il faut qu'on puisse devenir un BIN sponsor, etc. Parfait. Merci beaucoup. C'est clair. Malheureusement, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on clôture? Non, c'était un plaisir de papoter. Parfait. Sophie, comme je le demande à tous mes invités, tu n'y coupes pas. Est-ce que tu pourrais nous proposer un ouvrage, un podcast ou une newsletter que tu suis, que tu as lu, et qui t'intéresse et qui pourrait nous inspirer aujourd'hui? Oui, écoute, on va faire entre mon podcast, un de mes podcasts préférés et leur dernier rapport, donc c'est 11FS. Oui. Et ils ont lancé la semaine dernière le rapport sur Banking as a Service qui est disponible gratuitement. Oui. Donc voilà, ça fait 70 pages. En plus, il y a un super focus sur les US qui est j'ai jamais vu aucun rapport sur Banking as a Service US, donc il est passionnant. Parfait. Mais je rajouterai le lien. Je l'ai vu en effet. Je ne l'ai pas encore lu. Et comment est-ce qu'on peut te joindre, Sophie? LinkedIn, donc Sophie Guibaud, ou autrement par email, c'est sophie.guibaud@openpaid avec un y.com. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!